qui avait été officiellement déposée lundi par le président du Tahwil Ahwil Attira. Gaston Floss s'en remet à la décision de la Cour de cassation attendue jeudi prochain et continue de faire comme s'il était déjà candidat dans la capitale. Natacha Silagi, Patita Savia. Je voulais vous montrer d'abord le logo que nous avons adopté. Gaston Floss déjà en campagne, mais pas encore candidat légal. En début de semaine, il tentait pour la deuxième fois de s'inscrire sur les listes électorales. Deuxième essai et deuxième échec officiel. Il a mis 11 pages pour refuser. Et tout porte sur le local dans lequel nous habitons. Tandis que l'électeur amer énumère ce que la justice et la commune lui reprochent, l'avocat de la mairie de Papeete, lui, estime que non seulement Gaston Floss n'a pas prouvé qu'il habitait bien dans la capitale, mais qu'en plus, son bail de location est illégal, d'où la plainte déposée pour faux et usage de faux. Ce que je dis, c'est que le bail de sous-location qu'il utilise pour s'inscrire sur les listes électorales à Papeete est un bail de sous-location qui est illégal, parce que le bail de location principal est illégal également, puisque la personne qui a signé ce bail, M. Voller, est révoqué de la succession Voller depuis 2014. Et tout ça, tout le monde le savait, le parti Toyora comme M. Floss. Gaston Floss aurait donc loué un local à un gestionnaire d'immeubles sans légitimité et ne serait pas en règle. Tout ça, ce n'est que de la politique, affirme-t-il. Monsieur Michel Buyard ne se comporte pas en maire, il se comporte en adversaire. Ce n'est plus le maire qui parle, c'est Michel Buyard, candidat aux élections municipales, contre Gaston Floss, candidat aux élections municipales. Autre coup dur, la candidate indépendantiste a elle aussi choisi de s'opposer à lui en faisant cavalier seul. Mais Gaston Floss annonce déjà qu'il est prêt à déposer un deuxième recours devant la Cour de cassation pour être un électeur de Papeete. Je vous rappelle que Gaston Floss sera fixé sur son sort dans 5 jours. Il a naturellement succédé à Roni Toumahaï en 2018. Simplicio Lisson s'est retrouvé maire après avoir été conseiller municipal puis premier adjoint. Aujourd'hui, il veut mener son propre combat et connaître ainsi son poids électoral. Tehotura Nupun Aouya est la liste avec laquelle il fait campagne. À ses côtés, Nui Haulore, actuel sénateur de la Polynésie. Leur but, faire de Pun Aouya une ville accueillante, solidaire et moderne, ont-ils confié. On voit cela plus en détail avec Ismaël Tahiata et Rowan Potoru. Il se dit élu de proximité avant tout. Et c'est d'un pas sûr qu'il va à la rencontre de sa population. Simplicio Lisson dit connaître Punavia comme sa poche et son fonctionnement surtout. À la mairie depuis 2001, son objectif, prendre soin de ses administrés et les Matahiapo d'abord. Ils ont de l'expérience et Tehoturo veut valoriser cela en installant également des liens intergénérationnels avec notre jeunesse qui actuellement est en perte de repère. Et donc, ce lien intergénérationnel va servir aux uns comme aux autres, aux jeunes pour avoir des repères, pour avoir l'expérience de nos aînés, pour qu'ils puissent savoir où ils vont. Mais pour les anciens, ça leur donne au moins une place importante dans la société de demain. Tout comme Roni Toumahaï, Simplicio Lisson reste très attaché à la protection de l'environnement. Son souhait, réhabiliter la vallée de Punaru. La culture et le patrimoine sont aussi des priorités. Par exemple, la semaine du patrimoine que nous organisons une fois par an, il convient de le perpétuer parce que c'est important de valoriser pendant cette semaine-là toute la culture, la richesse du patrimoine matériel mais aussi immatériel de la commune. Nous avons aussi des projets on a identifié des sites, des sites archéologiques, nos fortins, que nous avons commencé à mettre en valeur, dans l'idée que à l'avenir, on puisse faire profiter ça à notre jeunesse d'abord, à notre population, mais aussi à nos visiteurs. La réussite scolaire reste en tête du programme de Tehoturo Nupun Avia. Permettre aux enfants de la commune de travailler dans des conditions convenables et surtout avec du matériel de qualité. Cette année, la reconstruction complète de l'école 2+2 est prévue, une école moderne et respectueuse des critères environnementaux. Et Simplicio Lisson fera-t-il mieux que Roni Toumahaï? Leur liste avait obtenu 5 844 voix au second tour en 2014.
La production d'énergie renouvelable a besoin d'un nouveau souffle, car certes, les chiffres sont à la hausse, pas loin de 30%, alors que les espérances du territoire étaient de 50% pour 2020. Les professionnels estiment que le prix d'achat de l'électricité n'est pas attractif pour des investissements massifs, alors que pour l'autoconsommation, cela est plus rentable. Stéphane Ratino et Marouki Duri. Des parois en verre qui regardent le ciel pour en recevoir l'offrande. Sur le toit de la polyclinique, plus de 400 mètres carrés d'installations photovoltaïques. Depuis un an, tourne à plein régime. Même quand les nuages s'installent, le soleil donne encore. Et directement injecté dans le réseau. Là, on va regarder, on a 7000 kg, bon, 6983, pareil. Là, 6200, donc on est quasiment à 1000 kg de moins. Dans cette salle, les onduleurs tout au long du jour produisent de la lumière. Cette démarche de l'établissement de santé s'inscrit dans une volonté de maîtrise de la consommation d'énergie. La part du solaire, on est sur une installation récente qui a un an, qui représente, nous, la journée, un apport d'environ 12 MW, qui représente à peu près 12 à 13% de notre consommation annuelle. En moins de 5 ans, l'investissement sera couvert par l'économie réalisée sur la facture électrique. Cependant, la pertinence du modèle économique se limite à l'autoconsommation. Teva Sylvain est un des entrepreneurs historiques de l'énergie renouvelable sur le territoire. Il en connaît la trajectoire et l'élasticité de la demande en fonction des décisions publiques. Exemple, la fin de la défiscalisation a réduit le marché. En 2012, le dispositif a été annulé par Mme Ponchard du gouvernement de M. Hollande. Et depuis 2012, on voit que 50% des objectifs ont été réalisés. Le reste n'a pas pris forme. Ceux qui se sont lancés dans le photovoltaïque pour réduire leur consommation d'électricité sont très contents. On parle de l'énergie autoconsommée, c'est-à-dire au prix de 45 à 50 francs. Le kilo inclut toutes les taxes. Bon, maintenant, ceux qui veulent faire des fermes solaires, le tarif est à 15 francs 98. Ce qui n'est pas très incitatif, disons même c'est quasiment impossible à lancer. Faire mieux encore, une obligation, une responsabilité sociétale. La volonté du pays est devenue un axe dans l'agenda public. Un plan de transition énergétique a été validé en 2015. Les buts n'ont pas été totalement atteints, mais d'ici 10 ans, 2/3 d'énergie renouvelable est présenté comme un marqueur. Nous comptons beaucoup sur des projets d'énergie solaire photovoltaïque avec stockage pour les années à venir, pour atteindre, on va dire, les 65%, voire 70% de NR dans la production d'électricité en 2030. Fiat Lux, que la lumière soit, avec l'éthique de ne point assombrir le devenir de la Terre. Sachez que la Polynésie a importé 340 millions de litres d'hydrocarbures en 2018. Le gazole couvre 46% de la consommation d'énergie primaire. Cette information aussi qui concerne nos voisins de Nouvelle-Calédonie. Un premier cas suspect de coronavirus a été identifié par les équipes de la Direction des Affaires sanitaires et sociales à l'arrivée du vol de Tokyo jeudi soir. Cette résidente revenait de Chine et présentait notamment de la fièvre. Immédiatement isolée et conduite au Medipol, la passagère a subi un dépistage qui s'est avéré négatif, mais un deuxième test sera réalisé lundi 10 février pour confirmer ou exclure la présence du virus. En attendant, la patiente reste en isolement. C'est l'histoire d'une île située en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a remporté les faveurs du jury du FIFO 2020. Bougainville, habité par plus de 200 000 habitants qui ont voté à une écrasante majorité pour l'indépendance de leur territoire, à 98%, pour pouvoir enfin se débarrasser des multinationales australiennes qui dévastent leur sol riche en cuivre. Thierry Samfleur et Mirko Vanfo reviennent pour nous sur ce palmarès 2020. Le Grand Prix a été attribué à Ophir. Attribuer le Grand Prix du FIFO à un documentaire, c'est souvent attirer l'attention sur un pays, sur une cause. Ophir parle de l'île de Bougainville qui se bat pour son indépendance depuis longtemps. Le film parle de quelque chose qui est absolument petit, en racontant la lutte de ces gens contre l'industrie minière qui détruit leur ville et leur mode de vie et qui détruit en fait leur histoire. Et en même temps, c'est très général. Ça veut dire à partir de ce film-là, en effet, on comprend comment des gens peuvent arriver, je dirais, s'emparer d'une île, s'emparer, la réduire. Mais quand je dirais la réduire au niveau économique, mais la réduire aussi psychologiquement. Government not kill us to take our lands.
the government will have to kill you to take your land. Je pense qu'on pense beaucoup aux gens qu'on a filmés. C'est très important de dire ça parce que sans eux, il n'y a pas de film. Et puis surtout, c'est leur histoire racontée par eux-mêmes. À un moment donné, c'était un film qu'il fallait faire. Il fallait aller à la rencontre de ce peuple et l'écouter. My primary goals is to decolonize the screen and to indigenize a lot of what we see. Un autre documentaire faisait l'unanimité, Merata, comment ma mère a décolonisé les écrans. Une œuvre du plus jeune enfant de cette femme exceptionnelle à qui il rend un hommage que le public a partagé. Je me demandais si les émotions que j'éprouvais en tant que fils en travaillant sur ces archives seraient ressenties par le public. Mais on a tous une famille, des relations fortes avec une mère, et ces sentiments-là sont universels. The Australian Dream n'avait peut-être pas besoin d'un coup de main du jury, mais il a aussi obtenu les suffrages du public du FIFO. C'est l'histoire d'un sportif aborigène célébrissime qui subit les foudres d'une partie du public australien. On a déjà eu la chance d'obtenir le prix du meilleur documentaire l'an dernier en Australie. Et prochainement, le film passera sur le plus grand réseau de télévision du pays. Il sera donc vu dans chaque foyer australien. Le 17e FIFO s'achève demain dimanche avec une ultime journée de projection. Et nous allons faire un petit bilan avec vous, Myriam Abono-Yorana. Bonsoir, Yorana. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avant de faire un petit bilan, dites-nous ce que vous pensez de ce palmarès, de ce film notamment. Vous ne l'avez pas vu, mais vous en avez beaucoup entendu parler. C'est un très beau palmarès, j'avoue, j'en suis vraiment très contente. C'est vrai que je n'ai pas vu Ophir, mais j'avais rencontré le réalisateur il y a 7 ans quand il était en train de préparer son sujet, donc je connaissais toute la passion qu'il y a mise. Et puis c'est vrai que pendant un FIFO, souvent on entend beaucoup parler de certains films parce qu'ils touchent le public, parce qu'ils bouleversent, et donc je me doutais qu'il ferait partie des favoris, et c'est vraiment une grande satisfaction aussi pour les deux réalisateurs, puisqu'en fait c'est la première fois que ce film a été présenté dans un festival. Il n'a pas encore été diffusé, d'ailleurs ils sont en recherche de diffuseurs, et on espère que d'avoir obtenu le prix du jury va leur permettre de trouver d'autres lieux pour montrer leur film, et c'est vraiment aussi à ça que sert le FIFO, donc on est vraiment très heureux. Alors, une décolonisation en Océanie dont on mesure les conséquences aujourd'hui. Dans chaque documentaire présenté en compétition, racisme, oubli des cultures et des langages, des considérations pour l'environnement. Est-ce que c'est l'objectif du FIFO ? Alors, l'objectif du FIFO, c'est d'être le porte-parole des Océaniens. Et c'est vrai que depuis 17 ans, le FIFO a porté des sujets très durs, notamment par exemple sur le nucléaire, mais également sur l'environnement, sur les violences faites aux femmes, également sur la question du genre. Chaque année, on a des sujets qui portent sur toutes ces causes que doivent défendre les Océaniens. Et c'est vrai que la décolonisation fait aussi partie des sujets qui sont abordés dans le Pacifique. Donc c'est tout à fait normal, j'allais dire, qu'on les retrouve au sein du FIFO. Et c'est vrai que c'est aussi un coup de projecteur qui est mis sur des enjeux qu'on connaît dans le Pacifique. Est-ce qu'on peut dire aussi que le FIFO est un réel tremplin pour les réalisateurs novices, si je puis dire ? C'est tout à fait aussi l'autre objectif du festival. C'est vrai que nous, on montre les documentaires quand ils sont terminés, mais il y a aussi pendant le festival tout un processus qui permet à des réalisateurs de venir rencontrer des producteurs, des télévisions pour pouvoir mettre en œuvre leur film. Et je prends par exemple comme exemple très parlant le film qui a gagné le prix du public l'année dernière par Toutiki, qui est vraiment un bébé du FIFO, puisqu'en fait ce film a été pitché, présenté pendant le FIFO, et qu'en fait tout au long du processus de production, les réalisateurs ont pu bénéficier d'ouverture grâce à notre festival. Donc c'est vraiment aussi pour nous une belle satisfaction et une belle reconnaissance. Quel bilan faites-vous en termes de fréquentation de cette 17e édition ? Alors on a comme chaque année un public qui est venu nombreux. Pour l'instant, je n'ai pas tous les chiffres parce que comme on le disait, il y a encore demain. Il faut aller voir ces films puisque les grands prix sont projetés. On est dans une année, j'allais dire, classique, puisqu'on va certainement encore passer les 25 000 spectateurs, ce qui est un très très bon résultat. On a eu un petit peu moins de scolaires cette année, ce que évidemment nous regrettons, mais c'était également dû à l'actualité. Mais durant toute l'année, nous irons de toute façon à la rencontre des écoles, puisque je rappelle que pendant toute l'année,
on voit plus de 15 000 scolaires en Polynésie française. Et il y aura aussi le FIFO hors les murs. Merci beaucoup Myriam Merci Abonou d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que le prix France Télévisions revient à Ophir. Vous pourrez le découvrir encore demain à la Maison de la Culture. Même avec une mer calme, la pratique du Va'a n'est pas sans danger. Preuve en est ce matin avec ce sauvetage réalisé par le Aremiti Ferry 6. Aremiti Ferry 2, 6 rameurs ont été secourus. Leur embarcation s'est retournée et le balancier s'est détaché avant de s'échouer sur le récif de Fa'a. Alerté par le JRCC, le navire a dû faire un petit détour pour leur porter secours. Et nous poursuivons avec l'actualité sportive de ce samedi, mais avant, jingle. Bonsoir Maruki. Bonsoir Ayata. Avec vous, on va parler natation, rugby ou encore Va'a, mais on débute notre page sportive par une excellente nouvelle pour le taekwondo polynésien. Waldeck Defé a fini sur le podium des championnats de France senior. Effectivement, Ayata, l'ancien capitaine de la sélection de Tahiti lors des Jeux du Pacifique de 2015 en Papouasie, médaillé d'or cette année-là, a fini deuxième des championnats de France. C'était aujourd'hui à Lyon, dans la catégorie des moins de 87 kilos. Waldeck Defé s'est incliné malheureusement en finale de 2 petits points. Il a tout de même effectué un beau parcours et c'est une excellente nouvelle pour le taekwondo polynésien dans un contexte que l'on sait plutôt tendu. Puisqu'on prend des nouvelles de Waldeck Defé qui a fini vice-champion de France de taekwondo, on reste dans l'Hexagone avec une autre bonne nouvelle pour un rugbyman tahitien. Vous le savez et vous le connaissez, il s'agit de Teiva Jacquelin, 25 ans, ancien joueur du club de Pirée. L'ailier tahitien qui évoluait à Grenoble était en prêt depuis le début de saison au stade Montois, un club de Pro D2. Depuis le mois de novembre, il a disputé 9 matchs et marqué 4 essais, ce qui a incité son club à le faire signer pour 2 ans. Une bonne affaire pour les jaunes et noirs de Mont-de-Marsan qui héritent d'un ailier rapide et clairvoyant de niveau top 14, pour reprendre les propos de certains supporters du stade Montois. Retour au Fénois pour parler de 5 jeunes espoirs de la natation polynésienne. Ils ont intégré le centre d'entraînement technique de Pirée. Depuis 7 mois, ils sont suivis par tout un staff avec une évolution des performances scrutées à la loupe. Juan Potoru a suivi un de leurs entraînements matinaux et même s'ils ne sont pas bien réveillés, il faut bien se mettre dans le bain. Regardez. Bon, on attaque là, l'entraînement du matin. Donc, petit protocole d'échauffement à sec comme d'habitude. Du lundi au vendredi, c'est le même rituel pour les 5 jeunes nageurs du centre d'entraînement technique de Pattaya. 2 heures le matin, 2 heures le soir, c'est l'objectif pour cette première saison. On a commencé au mois d'août 2019, donc première saison d'ouverture. Donc, on n'a pas été trop exigeant au niveau sportif. Donc, le recrutement, il se fait plus sur la motivation. Sur l'envie déjà de m'entraîner plus parce que je veux accéder au niveau. Et au niveau du groupe, la motivation est là, on s'accroche au rythme des entraînements. On se donne les moyens en vue des prochaines compétitions, les championnats de France en mars. Mon objectif, ce serait d'aller en France et de performer là-bas. En France, tu vises quoi? 400, 800, comme ça. C'est possible? Ou il y a encore de la marge? C'est possible, mais ça va être dur. Sur les 100 mètres, j'arrive à bien les tourner, à peu près en 1,15, 1,10. Il faudrait que j'arrive à tenir cette allure sur le 1500. J'aimerais bien me qualifier au championnat de France junior en mars. Au niveau du temps, ça donne quoi? Je suis entre 10 et 15 secondes de qualification. Et j'espère qu'avec l'entraînement que j'ai fait, ça va payer. Et pour éviter les blessures à l'entraînement ou en compétition, un suivi médical est en place pour accompagner ces athlètes dans leur quête du haut niveau. Ils ont un kiné, ils ont une séance de souplesse par semaine, ils ont une séance de soins tous les 15 jours. Ils peuvent aller voir aussi un ostéo 3-4 fois par an, c'est Thierry Apuzot. Donc tous ces gens-là nous aident aussi pour les accompagner au mieux. C'est sûr, ces jeunes nageurs feront parler d'eux dans quelques années. En attendant, au niveau local, ils seront alignés ce week-end sur une compétition de demi-fond à Pattaya avec du 800 et 1500 mètres nage libre et du 400 mètres 4 nage.
Des épreuves d'endurance idéales pour acquérir cette future élite. On parle de Va'a cette fois, Marouki, avec l'Assemblée générale de la Fédération tahitienne de Va'a qui s'est tenue ce matin. Près d'une centaine de personnes est venue assister, pour la plupart des présidents de clubs de Va'a de Tahiti et des îles. Il était question des approbations de bilan ou encore du budget prévisionnel 2020. À noter que la FTV accuse un déficit de près de 6 millions. Le déplacement à Hawaï en juillet prochain pour les championnats du monde de vitesse s'annonce donc coûteux. Mais la Fédération tahitienne a bien préparé le terrain, tant sur la mise en place des courses pour mettre les rameurs dans le rythme que sur le déplacement lui-même. Écoutez le président de la FTV. On a fait un repérage en décembre de l'année dernière sur l'hébergement, la restauration et sur le site de compétition. Donc nous avons déjà eu toutes ces infos. Là, il nous reste à conclure les informations sur le transport aérien. Pour nous, les élites, ça tourne entre 50 à 70 en élite. Et en club, on peut se rapprocher des 300 à 400 athlètes. Et la pratique du judo s'ouvre encore un peu plus aux collégiens et aux lycéens grâce à l'Union du sport scolaire polynésien. L'USSP, exactement, propose désormais des entraînements de judo le mercredi après-midi. Et grâce au partenariat avec la Fédération polynésienne de judo, 3 sections ont été ouvertes à Tahiti, au Taoné, à Fa'a et à Mahina. Plus d'une dizaine d'entraînements sera proposé dans l'année avec le premier championnat USSP de judo prévu le mercredi 6 mai. Une manière d'ouvrir la pratique de ce sport olympique au plus grand nombre car le projet serait à terme d'inaugurer l'année prochaine le centre d'entraînement. Le cadre technique de la Fédération polynésienne de judo nous en dit plus au micro d'Hubert Liao. On a un public essentiellement collégien puisque les sections sportives sont sur le collège. Mais c'est ouvert à tous les licenciés USSP qui sont en section sportive ou non peuvent venir s'entraîner le mercredi après-midi avec nous. Alors pour la plupart ils sont en section sportive, mais si on regarde bien, on a des ceintures jaunes qui ne sont pas en section, on a même des ceintures blanches. On a essayé de faire des petits cours accélérés sur les premières séances pour qu'ils apprennent la chute rapidement et qu'ils puissent pratiquer en sécurité. Mais oui, ils ont vite suivi le groupe des confirmés et on permet de faire des choses un peu plus techniques. On termine notre page sportive avec un escale à Huahine où les Jeux scolaires inter-îles se sont terminés hier. Plus de 450 élèves des établissements des îles sous le vent se sont affrontés dans différentes disciplines, du Va'a au football en passant par le basket. Ce rassemblement organisé par l'Union du sport scolaire en Polynésie en collaboration avec la commune de Huahine sera maintenu dans les années à venir. On écoute ces réactions recueillies sur les terrains par Ter'ei Mateata Ichner. Le match, on a gagné 1-0. Le deuxième match, on s'est trop lâché. On a fait un match nul, 0 partout. Et voilà, je suis content de nos performances. Et on vient de gagner 2-0 contre Boura. Le match était difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des bons tireurs dans Boura. Et Timan aussi. Mais bon. On a su gérer, on a gagné. Voilà. Et gagner, ça fait du bien en général. Voilà, c'est donc sur cette actualité sportive des îles que nous nous quittons. Demain soir, les images de la course de la Saint-Valentin qui s'est disputée cet après-midi et aussi la grimpette du Belvédère prévue demain matin. Merci Marouki et à demain. Pour terminer, le président Edouard Fritsch a déroulé le tapis rouge hier soir à la présidence pour clore les festivités du Nouvel An chinois. À cette occasion, 2 anciens grands sportifs de la communauté ont été élevés au rang de chevaliers de l'ordre de Tahiti Nui, Maurice Apeang et Raymond Kesson. Le premier est un ancien boxeur professionnel, multiple champion de Tahiti et premier Polynésien à représenter la France aux Jeux Olympiques dans cette discipline. Le deuxième est joueur de tennis, plus jeune Tahitien à décrocher des médailles aux Jeux du Pacifique. Il obtient sa première récompense à seulement 15 ans. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale du jour concerne l'énergie. Le pays visait les 50% de production électrique issue des énergies renouvelables en 2020. C'était trop ambitieux puisque l'objectif n'est pas atteint. Pour les professionnels, mieux vaut investir pour sa propre consommation. Et sachez que la Polynésie a importé 340 millions de litres d'hydrocarbures en 2018.
Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur votre antenne une série télévisée Precious Pearl. Vous pourrez retrouver vos prochaines informations demain matin en radio dès 6h30, présentée par Abinera Tematahoutwa et Gilles Tautou. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle nuit sur la première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.